Vous avez parlé de division là au sein du peuple Karen. Une précision d'abord. Si parmi les combattants Karen, il y a de nombreux chrétiens... On a même dit que la guérilla se réclamait du christianisme. C'est juste, et plus spécifiquement de l'église adventiste du 7e jour. Mais ce sont surtout les chefs qui sont chrétiens. Car à la base, tous les guérilleros ne sont pas chrétiens, bien au contraire. Ils sont quoi, bouddhistes? Ou même animistes. Ah oui. C'est un premier facteur de division. Faut pas oublier qu'en Birmanie, les Karen ne sont christianisés qu'à 15 ou 20%, pas plus. Mais ce qui est trompeur, c'est l'héritage de la colonisation. C'est que les élites Karen sont généralement christianisées. En tout cas, les militaires vont profiter de cette situation. En montant les bouddhistes contre les chrétiens? Bien évidemment. Et la junte va encourager en 1994 la création d'une armée Karen bouddhiste. Une scission donc? Oui, car beaucoup de ses membres ont précédemment appartenu à la KNU, l'armée Karen du général chrétien Bumia. Mais, disent-ils, ils ne veulent plus se faire tuer en obéissant à des chefs chrétiens. Mais ça ne les empêche pas d'être en principe partisans de l'indépendance du peuple Karen. Ah, mais seulement en principe. Car ces combattants bouddhistes vont bientôt apparaître comme étant de simples supplétifs de l'armée birmane. D'ailleurs, c'est Rangoon qui fournit argent et équipement à ces soldats bouddhistes. Mieux, le SLORC. Alors, rappelons que c'est l'acronyme qui désigne la junte. Hein, oui, donc le SLORC va considérer ou feindre de considérer ces dissidents bouddhistes comme les véritables représentants du peuple Karen. Mais sur le plan militaire, ça se traduit comment alors? Cette armée bouddhiste va jouer un grand rôle dans l'offensive que l'armée birmane va lancer en 1995 contre la rébellion Karen. En effet, les dissidents connaissaient parfaitement les plans de défense des camps retranchés de l'armée Karen, et aussi les chemins secrets qui y mènent. Ils trahissent donc leurs anciens frères d'armes. Trahison, c'est le mot qui convient, et les conséquences sont terribles pour les Karen. En 1995, les militaires birmans remportent une importante victoire en détruisant le principal bastion de la rébellion, Manerplow. Un endroit qui n'était pas seulement un refuge pour les Karen, mais aussi pour tous les opposants civils à la junte militaire qui avaient été obligés de fuir la capitale. Ajoutons que Rangoon a toujours prétendu que les combats avaient été menés entre Karen. Ouais, les dissidents bouddhistes contre les autres. Mais c'est faux. La puissance de feu utilisée ne pouvait être que le fait de l'armée birmane. En outre, d'autres camps de la rébellion ont été simultanément attaqués. Il s'agit donc d'un important revers pour la guérilla Karen. Oui, même si de nombreux combattants ont réussi à fuir avant d'être abattus. Mais c'est vrai, la situation de la guérilla devient un peu plus précaire. Et puis surtout, cette défaite va provoquer un nouveau flot de réfugiés qui vont rejoindre les camps installés à la frontière thaïlandaise où les familles ne subsistent que grâce à l'aide internationale. Des réfugiés qui subissent de plus en plus des incursions armées de ces dissidents bouddhistes. Des incidents très sérieux qui provoqueront une mini-crise entre la Birmanie et la Thaïlande. Mais pas au point de remettre en cause ce rapprochement opéré entre les deux pays, là. Non. En tout cas, les Karen, de plus en plus isolés, ne sont plus capables d'opérer des actions d'envergure contre l'armée birmane. Tout au plus, peuvent-ils se livrer à quelques destructions d'infrastructures. Et d'ailleurs, après avoir triomphé, le pouvoir temporise. Oui, pourquoi les offensives contre les rebelles ne sont plus aussi systématiques? Et on tente même, de part et d'autre, d'esquisser des négociations de paix. Mais les revendications des uns et des autres sont inconciliables. Ce qui intéresse les militaires au pouvoir, c'est seulement l'obtention d'un cessez-le-feu. Oui, ce qui est inacceptable pour la guérilla Karen, qui, elle, veut obtenir un accord politique. C'est exactement ça, oui, mais ce relatif apaisement profite aux dirigeants birmans qui veulent améliorer leur image internationale. Ils réussissent, par exemple, à intégrer l'ASEAN, l'association qui regroupe la plupart des pays du sud-est asiatique. On leur accorde donc une sorte de gage de respectabilité. Ah ouais, mais enfin, après tout, bien d'autres pays de cette association, tels le Vietnam, ne sont pas des parangons de démocratie. Alors un de plus, un de moins, ce qui importe, ce sont les liens économiques que ces pays peuvent tisser entre eux. La morale n'a pas grand-chose à voir avec ces choses-là. Autre signe que Rangoon aspire à être reconnu, le SLORC, toujours celui-là, change de nom et devient le SPDC, le Conseil pour la paix et le développement. Ça sonne mieux, en effet. Mais ça ne correspond à aucun changement véritable. Pour terminer, car nous arrivons bientôt à la fin de cet entretien, je voudrais vous parler d'une autre dissidence qui s'est produite dans les rangs Karen. Et je suis certain que ça va vous rappeler quelque chose. Avez-vous déjà entendu parler de l'armée de Dieu? Ah oui, les jumeaux. Les jumeaux, oui. Johnny et Luther. 2 garçonnets tout juste sortis du sari de leur mère, une protestante baptiste. Ils ont à peine 9 ans lorsque, dans le camp de réfugiés où ils vivent, les jumeaux voient arriver des centaines de gens qui ont fui la répression.
C'était il y a exactement 10 ans. Et pour ces gamins, il est évident que si Dieu a abandonné les Karen, c'est que ceux-ci sont de grands pécheurs. Ils boivent, volent, forniquent, enfin bref, il faut se repentir. Jusque-là, c'est banal, enfin si je puis dire. Seul l'âge de ces prêcheurs est étonnant. Hein. Mais ce n'est qu'un début, car bientôt l'un des jumeaux a une autre vision. Dieu lui commande de délivrer son peuple du joug birman. Et afin de réaliser cette mission divine, les jumeaux doivent créer une armée, l'armée de Dieu. Ah, je vois ce que vous voulez dire. Ça ressemble à ce qui s'est passé en Ouganda, là. L'armée de résistance du Seigneur de l'illuminé Joseph Kony. Exactement. Ah. Et ce n'est pas la seule ressemblance. Johnny et Luther, comme Kony, recrutent des enfants soldats. Une parenthèse ici. Au cours de cet interminable conflit, les Karen, tout comme les Birmans, ont employé des enfants soldats. Et même des gosses qui ployaient sous le poids de leurs fusils d'assaut. Des gamins enrégimentés par la force et qui étaient entraînés à user de la pire des cruautés. Mais je referme la parenthèse. Johnny et Luther parviennent donc à former une petite armée de quelques dizaines de combattants. Mais les armes? Ils commencent par attaquer un poste militaire et s'emparent des armes modernes qu'il contient. Mais enfin, je vais vite. Hein. Ça vous ressemble pas, ça? Pas de commentaires, s'il vous plaît. Comme l'Ougandais Kony, les jumeaux affirment être invulnérables. Les balles ne peuvent pas les atteindre. Mais la fin est assez pitoyable. Après avoir réellement créé de vraies difficultés à l'armée birmane et avoir installé leur camp près de la frontière thaïlandaise, ils subissent un bombardement intense et doivent fuir. Les enfants soldats se lancent alors dans une folle aventure. Une prise d'otage dans un hôpital qui se trouve de l'autre côté de la frontière. Pourquoi? Mais ils réclament l'ouverture de cette frontière pour les Karen qui fuient. Mais l'armée thaï réagit brutalement et finit par exécuter ses enfants. Les jumeaux aussi? Non, ceux-ci, tout en ayant pris l'initiative, n'ont pas participé à cette expédition. Et après une longue errance dans la jungle, épuisés, ils finiront par se rendre à l'armée birmane. Alors, ils en sera terminé de l'armée de Dieu, là. Mais les Karen continuent à résister, en dépit de la répression toujours aussi féroce. Et il faut bien le dire, sans que la communauté internationale s'émeuve beaucoup. Certes, parfois, des ONG protestent. Le Bureau international du travail aussi, qui a condamné le travail forcé. Quant aux pays occidentaux, ils appliquent des sanctions économiques contre la Birmanie, mais ça ne paraît pas très efficace. Non, malgré les conditions difficiles dans lesquelles survit cette guérilla birmane, comment expliquer que le combat continue encore? Et c'est tout à l'honneur de cette ethnie en voie de disparition, car le paludisme ne cesse d'éclaircir ses rangs. Et puis existent toujours les incursions de l'armée. Les soldats birmans violent, pillent, incendient les écoles et pourchassent les rares organisations qui essaient de leur venir en aide. Par exemple, en apportant des médicaments dans les villages. L'armée n'hésite pas à tuer leurs émissaires. C'est donc maintenant un processus systématique d'éradication de la population Karen. Oui, mais je suis sûr que dans leur palais, les généraux birmans ne souhaitent pas venir à bout définitivement de ces malheureux rebelles. Et pour quelle raison alors? Parce que tant qu'il existe un rebelle, la junte peut justifier l'accroissement vertigineux de son budget militaire. Un budget qui représente pas moins de la moitié du budget total du pays. C'est faramineux, hein? Et ça permet aux dirigeants de l'armée de vivre dans le plus grand confort au milieu d'une population misérable et muselée. Pour finir, je vous propose un extrait d'un tout récent reportage d'un journaliste de l'AFP, Jack Barton. Pilou n'aurait jamais pensé que les opérations militaires en pays Karen la forceraient à fuir son petit village de l'est de la Birmanie avec ses 8 enfants. Elle était pourtant restée après la mort en 2003 de son mari tué par une mine dissimulée dans l'un de leurs champs de riz. Cependant, au cours de l'année écoulée, une offensive du régime militaire birman dans une zone peuplée d'habitants de l'ethnie minoritaire Karen s'est intensifiée au point que cette femme ne pouvait plus supporter la situation. Il était temps de partir. Pilou est donc parti avec sa famille, marchant pendant des semaines à travers la jungle et trouvant refuge dans un camp caché dans les montagnes près de la frontière thaïlandaise. 2 de ses enfants souffrent du paludisme dans le petit hôpital de fortune établi dans ce camp près d'une rivière. Les patients souffrent également de diarrhée chronique et de blessures provoquées par les mines d'un conflit largement oublié par le reste du monde. Sur la route, ils ne reçoivent aucun soin médical et quand ils arrivent tous en même temps, il n'y a pas assez de lits, dit un infirmier
qui préfèrent garder l'anonymat. Ce camp, composé de huttes en bambou, n'existait pas il y a un an. Il abrite maintenant quelques 2500 personnes. À samedi prochain, je vous rappelle que si vous voulez communiquer avec nous, c'est sur Sainter.com, et merci à Michel Billou, Elinka Negulesco, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub.